Sylvain Ducros, bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines à l'AP. Est-ce qu'on pourrait savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est justement des dispositifs d'évaluation de la qualité de vie au travail? Qu'est-ce qu'on sait, à la fois pour des bonnes nouvelles et peut-être de moins bonnes nouvelles, en termes de qualité de vie au travail à l'AP? Bonjour à tous, merci. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Je vous ferai deux mauvaises réponses. Une bonne peut-être après? Et peut-être une bonne? Et peut-être des bonnes propositions après. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme élément pour mesurer la qualité de vie au travail? On peut repartir d'un schéma très théorique, presque technocratique. Ceux qui s'en souviennent ici, il y a dans les indicateurs de la certification V 2014 un indicateur qualité de vie au travail. C'est celui sur lequel tous les groupes hospitaliers ont été évalués l'année dernière et c'est celui sur lequel on avait tous les meilleures notes dans l'ensemble des établissements. En général, quand on présentait ça, ça faisait beaucoup rire les amphithéâtres parce que personne ne se retrouvait dans cette évaluation qui était très, très positive. Elle montrait juste, en fait, je pense qu'on avait en place un certain nombre de dispositifs qui tendent à améliorer la qualité de vie au travail, que ce soit dans l'accompagnement des cadres, des équipes, le coaching, le co-développement, le plan RH pour le personnel médical, etc. Donc ça, c'est un versant. Et de l'autre côté, on a un sentiment assez général, peut-être un des sentiments les mieux partagés de l'AP aujourd'hui, qui est une dégradation de la qualité de vie au travail. Pour l'ensemble des équipes, je dirais même que depuis qu'on parle de qualité de vie au travail à l'AP, ce qui n'est pas si vieux que ça, c'est un terme assez récent, on l'associe au terme de dégradation de qualité de vie au travail. Donc on le voit dans les remontées des équipes, on le voit sur les réseaux sociaux, et je pense que vous en avez des exemples tous les jours. Donc la question, je pense, aujourd'hui, c'est comment on sort de ce truc un peu binaire entre une vision du siège très technique et puis le ressenti des agents. On avait deux propositions. La première était de refaire quelque chose sous forme de sondage ou de baromètre social, comme certains d'entre vous s'en souviennent. La dernière fois que ça a été fait à l'AP, c'était en 2014. Donc voilà, c'est une méthode maintenant assez éprouvée de sondage avec des questions types qui valent pour tout le monde dans tous les établissements et qui permettent de mesurer l'état, à un moment de l'état d'éloignement et les dispositions de chacun. La difficulté de ce type d'outil, c'est que une fois qu'on l'a mesuré sur les 72 000 ou les 100 000 salariés de l'AP, on ne sait en général pas vraiment comment l'utiliser, on ne sait pas quoi en faire derrière. Ça a été la difficulté la dernière fois, c'est-à-dire que le baromètre social a été fait pour toute l'assistance publique, et puis finalement les outils ou les actions concrètes qui ont suivi ont été assez pauvres. Donc la démarche qu'on souhaite mettre en place maintenant, c'est une démarche vraiment au sein des services, au sein du collectif de travail, puisqu'on se dit que c'est l'essentiel des questions qualité de vie au travail, elles ont leur origine, voire leur réponse dans le collectif de travail. La relation avec les équipes, avec ses collègues, la relation avec l'encadrement de proximité, et la façon dont on appréhende au quotidien quand on fait le trajet pour aller au travail. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, quelque chose qui soit centré, fait sur les équipes, également parce que ça permet, on le verra je pense, quand on s'interroge ensemble sur ce type de questions, de trouver des réponses, et c'est déjà un premier indicateur de qualité de vie du travail, et puis on définit assez vite des plans d'action. Alors vous avez décidé de mettre en œuvre une politique qui soit basée sur le volontariat. D'où ma première question, pourquoi avoir voulu privilégier le volontariat? Et puis deuxième question qui est un petit peu liée, on parle parfois de certification, on parle parfois de labellisation. Quelle différence vous faites entre les deux et pourquoi le choix de l'un plutôt que de l'autre? Oui, on s'est inspiré à l'origine, et certains se souviennent de l'annonce du directeur général, de ce qui a été fait et bien fait dans le cadre du label hospitalité. On s'est inspiré de cette méthode-là parce qu'elle était légère, elle a permis d'enclencher une dynamique pour toute la PHP. Et puis ensuite, on s'est dit quelle différence on peut faire avec la qualité de vie au travail. Une des premières, c'est qu'on ne voulait pas stigmatiser aucun service. Donc on s'est dit on ne va pas faire une démarche où on sortirait avec le label, ou alors on échouerait et on n'aurait pas de label, on serait un service un peu stigmatisé en termes de qualité de vie au travail. Donc on ne parle plus de label, on parle d'évaluation, d'accréditation, avec l'idée que c'est une démarche de progrès
Et il est important de s'engager une première année dans cette évaluation et puis refaire l'exercice une année suivante. Et puis donc également, toujours dans l'objectif de ne pas stigmatiser et puis que les services s'engagent au fur et à mesure et quand ils se sentent prêts, on a effectivement insisté sur le fait que c'était une démarche volontaire. On ne va pas, nous, tirer au sort des services qu'on considérerait comme en difficulté ou au contraire des services qu'on voudrait exemplaires, mais on souhaite que la démarche, elle vienne du collectif de travail, des cadres qui se sentent à un moment donné prêts pour faire cet exercice, en se disant aussi que ça va fonctionner en tâche d'huile et que là où on a réussi, on donnerait l'envie aux services voisins de s'engager. Et alors, dernière question, en 2019, je crois savoir qu'un questionnaire va être envoyé. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce questionnaire? Qu'est-ce qu'il y aura dedans et qu'est-ce qu'on va éventuellement en faire après? Alors, ce questionnaire, c'est plutôt Zora qui va le décrire. On a essayé qu'il brasse l'ensemble des champs des qualités de vie au travail, qu'il soit rempli de manière collective, ou en tout cas qui donne lieu à un échange entre équipes, avec un questionnaire qui serait rempli individuellement, puis ensuite qui serait partagé avec l'encadrement, voire avec les équipes médicales, puisqu'on considère qu'il y a beaucoup d'interactions dès qu'on parle de qualité de vie au travail entre équipe médicale et équipe paramédicale. Donc c'est vraiment un outil de dialogue, de partage, on souhaite qu'il fasse peur à personne, et au contraire qui permette à tous de s'engager dans une démarche positive. Donc ça, c'est au niveau du collectif de travail. Et puis, si on a le temps, on parlera peut-être de quelque chose qu'on souhaite faire au niveau de l'ensemble de la PHP, qui soit plus cette fois sous l'angle du volontariat et qui concerne les 100 000 salariés de la paix, non médecins, qui posent à peu près les mêmes questions et qui permettent d'avoir une vision d'ensemble et peut-être d'autres éléments que celle de l'équipe de travail, mais plutôt quel est le ressenti aujourd'hui des aides-soignants, quel est aujourd'hui le ressenti des infirmiers et quel est aujourd'hui le ressenti de l'encadrement sur leur qualité de vie au travail pour l'ensemble de l'assistance publique. Écoutez, merci. Vous me faites une transition toute trouvée pour Anne Gervais. Anne Gervais, bonjour. Vous êtes vice-présidente de CME. Justement, concernant les médecins, un questionnaire a été envoyé à un certain nombre de médecins, je crois, enfin beaucoup, puisque vous avez eu 913 réponses. Quels enseignements vous tirez justement de ce retour de ce questionnaire ? Je tire l'enseignement que probablement les demandes sont communes pour médecins et non-médecins ou paramédicaux, mais aussi les médico-administratifs. C'est l'envie d'être associé aux choses, de pouvoir en discuter. On avait 3500 mails valides, 3513. On a eu 913 réponses, qui me semble assez massif. Et l'idée générale, alors on avait des items sur les DMU, sur la nouvelle AP, mais l'idée générale, c'est il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute de nos organisations, et ça touche directement la qualité du travail, car la qualité de vie au travail amène la qualité du travail, et vice-versa. Quand on est engagé dans notre travail et qu'on le trouve de bonne qualité, on vit mieux dans son travail, parce qu'on en est fier. Donc, toutes les thématiques que vous avez dû traiter ce matin, mais je suis désolée, j'ai séché parce que je n'avais pas le temps, je pense que ça touche aussi bien les médecins que les paramédicaux, il n'y a pas de différence. Et on devrait en discuter ensemble. Et finalement, un séminaire qualité de vie au travail, cadre, c'est très bien, vous êtes super nombreux, médecins, on est aussi super nombreux, mais peut-être qu'on peut prendre Bercy, qui n'est pas très loin, et mettre tout le monde ensemble. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette phrase que vous avez prononcée, que je trouve très intéressante? La qualité du travail et la qualité de vie au travail, au fond, c'est intimement lié. Ce qui n'est pas forcément intuitif, mais est-ce que vous nous expliquez un petit peu ce que vous entendez par là? C'est pas moi qui le dis, hein, d'ailleurs, c'est la DARES, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a un questionnaire sur les conditions de travail, et on sait que, finalement, la fierté, j'ai été reprendre le questionnaire de la DARES, on sait que la fierté au travail, c'est quelque chose de très important, donc la qualité du travail fait, que la reconnaissance qu'on a de cette qualité du travail fait partie des choses qui nous valorisent. Indépendant. Je ne parle pas de rémunération, je parle juste de l'estime qu'on a de soi. Alors après, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas bouger vraiment à la paix. On sait que des items de pénibilité, de contraintes organisationnelles sont fortes dans les métiers hospitaliers, et ça, on ne peut pas tellement y toucher. On sait qu'on a une exigence émotionnelle dans la confrontation au public. On est confronté à la souffrance d'autrui et finalement, faut faire avec. Ça fait partie des choses qui pèsent sur l'exigence qu'on a dans notre travail, sur
la façon dont on le ressent, mais c'est possible finalement de l'affronter si il y a un soutien des collègues, un soutien des managers. Alors, à ce moment-là, on a possibilité de mieux vivre ces critères de pénibilité qui existent dans les métiers hospitaliers. Il y a d'autres choses sur lesquelles on ne peut rien. Les horaires difficiles, le fait qu'on a choisi, par exemple, à l'AP d'avoir des horaires qui potentiellement peuvent être alternés, on peut le discuter, mais maintenant c'est fait. Il se trouve que de temps en temps, nos collègues paramédicaux sont rappelés pour boucher les trous, ça arrive. Je pense que je ne vous l'apprends pas comme cadre. C'est des contraintes particulières de ne pas pouvoir s'échapper 2 heures et aller à la réunion de parents, je dis n'importe quoi, à l'école. Ça, c'est un truc qui n'est pas vrai pour toutes les professions. Et ça rend plus compliqué le métier de soignant à l'AP. Alors, comment on peut réussir à améliorer les choses ? Premièrement, je pense qu'il y a des items de la DRS sur lesquels on peut jouer. Certes, on n'a pas d'autonomie dans l'accomplissement de son travail, parce qu'on a des procédures et que ça procède du sentiment de dévalorisation. Si je n'ai pas d'autonomie, mes compétences propres ne sont pas bien reconnues. Mais enfin, néanmoins, si on laisse les équipes réussir à discuter ensemble de leur organisation et potentiellement jouer sur la marge où elles peuvent s'auto-organiser, c'est quelque chose qui permet de mieux vivre ces contraintes. L'intensité, la complexité du travail, c'est pas possible de jouer dessus, mais éviter les interruptions au travail, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faudrait que les médecins l'apprennent, qu'on ne déboule pas dans une salle de soins en interrompant tout le monde et en exigeant d'avoir immédiatement une réponse. Et c'est vrai à l'inverse des infirmières, j'ai perdu mon papier, je suis dans la merde, des infirmières pour les internes. C'est absolument identique. Alors, les dernières choses que je voulais dire, c'est qu'en dehors du fait qu'on doit pouvoir jouer sur les discussions qu'on a sur l'autonomie, on doit pouvoir permettre de faire s'exprimer pendant ces réunions les conflits de valeurs éventuels qu'on ressent. Je veux dire, il y a conflit de valeurs quand on a l'impression qu'on torche le boulot, et ça revient vers ce que vous m'avez dit, qualité de travail égale qualité de vie au travail. Si on a l'impression qu'on torche le boulot, qu'on a mal pris en charge les patients, oui, on le vit mal et on sort avec une petite charge mentale chez soi. Et soit on finit par se casser, ça arrive, j'ai des collègues qui s'en vont, c'est vrai, mais ce n'est pas la majorité. Le risque principal, à mon avis, c'est finalement s'en tenir, se mettre à distance et s'en tenir à sa fiche de poste. Et ça, c'est grave. Il faut être capable d'aller au-delà de la fiche de poste quand on est à l'hôpital, au sein de son équipe particulièrement, mais même vis-à-vis des autres. Et je crois que ces discussions qu'on doit avoir dans les services, et pas que les infirmières versus que les médecins, tous ensemble, sur notre organisation, sur la façon dont on juge notre travail, doit permettre peut-être pas d'éponger complètement le contentieux sur le conflit de valeurs et les injonctions contradictoires qu'on a, mais au moins de l'exprimer et donc d'atténuer la souffrance qui en découle. Alors, le dernier truc, c'est que pour faire tout ça, il faut éviter, ça c'est un mot très important, les sociopathes. Voilà. C'est un vrai problème d'avoir des divas qui sont potentiellement autistes. On peut avoir des gens super bons, c'est parfaitement vrai. Ça vaut aussi pour les paramédicaux, hein. C'est fondamental. Il faut privilégier dans le recrutement des gens dont on sait qu'ils seront capables de parler les uns avec les autres. À une ère en plus de la transformation numérique, moi je vois des internes qui ne parlent plus aux infirmières, qui sont devant leur ordinateur et qui parlent par ordinateur interposé. Et en fait, il y a toute une part de qualité de vie qui est liée à l'interaction café. L'interaction café, il faut qu'elle persiste. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas comment on va la mettre dans la journée de travail, mais c'est un moment important, l'interaction de café. C'est ce qui fait que moi, j'ai toujours privilégié la cafette par rapport à la salle de garde. Parce qu'en salle de garde, on n'a pas le droit de parler des malades. Alors qu'en cafette, on le fait en anonymisant, c'est Madame D, tout ça. On ne dit pas le nom. Mais ça règle des milliers de choses. Et c'est vrai aussi au niveau des services.
Donc, causons entre nous et arrêtons de différencier l'équipe paramédicale et médicale, s'il vous plaît. Donc, prochain congrès l'an prochain, tous ensemble. Tous ensemble. Attendez, Anne, j'ai une dernière question à vous poser quand même. D'abord, je ne doute pas que j'entends bien dans la salle que ça va provoquer beaucoup de questions. En plus, il y a eu des mots qui ont été forts, qui ont été prononcés. Fierté, reconnaissance, autonomie, contrainte forte, conflit de valeurs. Je ne doute pas que vous allez tous vouloir revenir sur ces questions-là. Mais à un moment, vous avez dit quelque chose, vous avez dit on ne se parle pas beaucoup les uns des autres. Quand on a préparé ensemble cette table ronde, on m'avait dit autre chose aussi. On m'avait dit on se parle parfois mal les uns les autres. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots là-dessus, parce que je pense que c'est important, il n'y a pas seulement la non-communication, il y a la mauvaise communication, la communication qui n'est pas descendante ou ascendante, ou pas seulement, qui est parfois au pire malveillante, au mieux, si je veux dire, pas très conséquente. Est-ce que vous nous dire un mot quand même? Je trouve ça très important comme idée. Mais en fait, ça recoupe ce que j'ai dit sur les sociopathes et sur le fait que face à l'exigence émotionnelle, il faut trouver le soutien des collègues et de la hiérarchie. Malgré tout, il faut prononcer le mot. Et dans la mesure où on n'a pas ce soutien, ça n'est plus possible de l'affronter. Et ce soutien, on ne peut pas l'avoir si on se traite les uns les autres avec dureté. C'est, je vous dis, le fait qu'on ne fait pas attention à la tâche qui est en train d'accomplir quelqu'un d'autre et qu'on l'interrompt. Ça veut dire que finalement, si on ne dit pas « excuse-moi, je sais que tu es occupé, mais malgré tout, est-ce que tu peux me répondre 2 secondes ?» Si on ne dit pas ça, qui est une phrase relativement brève, ça m'a pris, il y a des millièmes de secondes qui défilent, ça m'a pris très peu de temps, je n'ai pas regardé, ben, on finit par, je sais pas, on appelle ça de l'arrogance, c'est très mode ça de parler d'arrogance, mais c'est vrai, c'est de l'arrogance, c'est du mépris, et c'est pas possible d'être une équipe qui se tient les coudes dans l'arrogance et le mépris. Merci beaucoup, merci Nat. Merci bien. Nathalie Medrano, vous êtes sage-femme, coordinatrice en maïotique à Robert-Debré. Je comprends que vous aviez mis en place des temps d'échange justement entre les infirmières et les auxiliaires de santé. Ça se passe comment justement ces temps d'échange? Alors, sur le service de la maternité, ça fait à peu près 4 ans qu'on essaye de travailler sur la qualité de vie au travail pour les agents. On a essayé plusieurs méthodes pour aller vers les agents, essayer de les écouter, en passant par le conseil de pôle, mais vous avez beau être face à 30 agents, au moment où on les interroge, personne ne voulait prendre la parole. Avec notre chef de service, nous nous sommes rendus sur des temps d'échange poste de soins par poste de soins pour rester avec les agents pendant 30 minutes. Là, à nouveau, personne ne voulait prendre la parole, donc on a réfléchi à une autre méthode. Et avec le cadre de l'hospitalisation, on s'est dit, très bien, on va faire des réunions et on va plutôt prendre des temps d'échange, des espaces de discussion avec les agents en leur disant, voilà, vous pourrez aborder le sujet que vous souhaitez sur votre travail, sur vos relations. On peut même autoriser de la dispute entre vous, mais que la parole soit transparente et que vous puissiez nous dire tout ce que vous voulez nous dire. Alors au début, on a eu 2-3 agents qui sont venus, qui n'osaient pas trop parler. Alors on a commencé à lancer quelques sujets sur l'histoire d'une patiente dans le service, sur un retour, un courrier d'une patiente. Et petit à petit, comme on dit, la sauce a prise. Les agents sont de plus en plus venus, se sont autorisés des fois à parler un petit peu plus fort et à dire non, moi je ne suis pas d'accord, toi tu as fait ça, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Et petit à petit, la parole s'est libérée et elles sont de plus en plus nombreuses à venir. Et est-ce que vous avez mis en place des indicateurs pour évaluer ces actions? Et si oui, est-ce que vous avez des résultats justement? Alors, les indicateurs, je trouve ça toujours un petit peu difficile. Là, quand on parle de qualité de travail, le premier indicateur qu'on va nous donner, c'est l'absentéisme. Pour moi, l'absentéisme ne reflète pas forcément la qualité de vie au travail. Donc j'avais rencontré Madame Zenadi pour la grille là, qui va être présentée et qu'on a testé dans le service en me disant nous on a travaillé sur le label hospitalité dans le service et je me suis dit si on évalue la qualité d'accueil des patientes, ça serait bien aussi de s'intéresser à la qualité de vie au travail des agents qui s'occupent de ces patientes. Si on teste la grille dans le service, peut-être que ça pourra m'amener, moi, avec mon équipe, mes collègues de travail, à réfléchir à des indicateurs. La qualité de vie au travail, je voudrais quand même le dire, on ne le fait pas tout seul dans le service. Ça se fait avec la direction, ça se fait avec les médecins, ça se fait avec la psychologue de l'hôpital, la médecine du travail.
les différents points abordés dans cette grille évaluent par exemple l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Et en testant avec les agents, on s'est dit, oui, il n'y a pas que l'absentéisme qui pourrait nous servir d'indicateur. Il y a la présence des agents à ces réunions. Combien on va avoir d'agents au fur et à mesure où on fait ces temps de discussion. Quand j'ai l'absentéisme, finalement, combien j'ai de personnes qui vont venir me voir et me dire, voilà, moi je propose de prendre cette garde-là parce qu'il manque quelqu'un. Donc en indicateur, ça va être, est-ce qu'on a recours de plus en plus à des personnes extérieures au service pour combler l'absentéisme, ou on finit par trouver des solutions en interne. Voilà, et ça s'adapte au fur et à mesure du temps qui passe et des situations qui sont face à nous. Et concrètement, en termes d'organisation et notamment de planning, est-ce que ça a changé des choses au sein de votre service ? Au fur et à mesure où les équipes ont appris à se parler, et c'est vrai que la parole, c'est hyper important pour une équipe et puis pour souder une équipe, on leur a également proposé de construire elles-mêmes leur planning. On leur a donné la délégation de la construction du planning qui est validé par un cadre, évidemment, pour vérifier la conformité. Et elles ont appris à se demander des échanges, à valider entre elles des changements, certaines qui finalement ont été amenées à faire des concessions sur des acquis qu'elles avaient depuis des années. Voilà, elles ont vraiment appris à parler et ça s'est ressenti pour aussi cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Merci beaucoup Nathalie. Zora Djenadi, bonjour. Vous êtes donc chef de projet accréditation qualité de vie au travail. Vous avez donc participé à un comité de pilotage. Je crois qu'il y a eu 12 réunions. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un petit peu comment ça s'est passé ces 12 réunions ? Bonjour, donc le comité de pilotage évaluation de la qualité de vie au travail a été installé en avril dernier, donc ça fait un peu moins de 12 réunions puisque c'est à raison d'une réunion par mois. Le comité de pilotage a mis du temps à démarrer et une fois qu'il a démarré, il y a eu beaucoup d'échanges, de débats et je pense que maintenant la trajectoire que l'on s'est fixée est relativement clair. Donc nous avons installé un comité de pilotage paritaire entre siège et GH, médecins et non médecins. Les médecins étaient présents dès le début. Nous avons également prévu une place pour les partenaires sociaux dès lors qu'on pourra leur présenter leur projet. Et nous avons également évoqué au tout début de nos travaux la présence d'un représentant des usagers, comme l'a dit Anne Gervais, du fait du lien très étroit entre qualité des soins et qualité de vie au travail. Donc le comité de pilotage a travaillé dans un premier temps sur l'outil d'évaluation de la QVT, qui est un outil relativement simple et qui reprend les 6 déterminants de la QVT. Certains ont été évoqués aujourd'hui. À l'instant. Et cet outil se veut à l'usage des collectifs de travail. Et le collectif de travail, pour nous, comité de pilotage, dès le départ, il était très clair que c'était le service, voire dans la plupart des cas, on le voit au niveau des tests, l'unité fonctionnelle. On est vraiment au niveau de l'encadrement de proximité avec son équipe. Donc cet outil est aujourd'hui en test. Le comité de pilotage a par la suite intégré un deuxième volet dans ce projet qui initialement n'en faisait pas partie, qui était donc le baromètre social, puisqu'il y avait un projet de lancement, de déploiement d'un nouveau baromètre social. Et puis finalement, après moult discussions, contestations, nous avons donc opté pour une étude transversale QVT plutôt qu'un questionnaire. Pourquoi cette étude, une étude transversale plutôt qu'un baromètre social comme on avait l'habitude de le faire? D'une part, l'étude sera totalement internalisée avec les compétences nombreuses au sein de la PHP, tant PM que PNM.
Cette étude sera confiée à une URC. Donc le choix d'une étude parce que ça permettra, ce qui n'est pas fait jusqu'ici, je pense, de faire des comparaisons à l'échelle internationale avec les plus grosses institutions internationales comme elles le font déjà aujourd'hui. Ça permettra également, lorsqu'on met en place, Sylvain Dicrot en a parlé tout à l'heure, on met en place des interventions précises par rapport aux résultats, de pouvoir les évaluer sur un haut niveau de preuve. Et puis, ça permettra également d'améliorer la connaissance en management, au minimum, au bord de la PHP, et de faire ce que nous ont préconisé, en particulier les médecins, de l'evidence-based management. On va venir un instant sur ces questions-là. Je voulais vous dire, n'oubliez pas le Slido hashtag 9889 pour envoyer vos mots-clés, qu'on puisse effectivement, après les dernières interventions, découvrir ce fameux nuage de mots. J'aimerais quand même que vous nous disiez un petit peu plus précisément en quoi consiste cet outil flash test. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, cet outil permet de faire une évaluation sur la base du ressenti de chacun, et ensuite il y a les résultats sont colligés pour avoir un mapping, un scoring du service par rapport au ressenti de la QVT. Donc il reprend les 6 champs de la QVT que sont le contenu du travail, les relations de travail, le management, la santé au travail, voilà, les 6 champs de la QVT, et chaque membre de l'équipe peut effectuer son test, et ce test est ensuite colligé pour donner un score agrégé. Alors donc cet outil est aujourd'hui en test. Aujourd'hui, il a été testé sur près de 120 personnes. D'ailleurs, je remercie les cadres présents qui ont participé à ce test. Environ 14 services y ont participé. On a tout type de services et plus de 50% de services de soins. Il manque encore, il y a encore une sous-représentativité, et ça me permet de laisser lancer également un appel à candidature pour les services, concernant les services médico-techniques. Il en a été question ce matin, et en particulier les blocs opératoires. Sur les premiers résultats aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressort? C'est plutôt un très bon accueil. Les cadres, autant que les personnels, se satisfont enfin que l'on s'intéresse à leur qualité de vie au travail. Il y a eu dans les services testeurs des services labellisés hospitalité qui se disent très justement, voilà, on évalue la qualité des soins auprès de nos patients, il faut aussi évaluer notre qualité de vie au travail. Donc cet outil va demander à être un petit peu upgradé et probablement simplifié pour être abordable à tous. Pour ce qui est du management, il faudra probablement intégrer des items qui concernent la qualité de vie au travail, de l'encadrement de proximité avec son N+1. Aujourd'hui, ça ne figure pas encore. Et puis, dernière chose par rapport à cet outil, il avait été conçu initialement pour intégrer le corps médical, mais nous ne l'avons pas testé avec les médecins pour des raisons de calendrier d'information. Okay. Et dernière question, quelles vont être les prochaines étapes pour 2019 ? Alors, les prochaines étapes concernant l'accréditation, la démarche d'accréditation QVT, donc il reste, comme je vous l'ai dit, à faire les tests auprès de la communauté médicale. Il reste également, bien entendu, à faire le bilan de tout cela et à optimiser cet outil, à également, comment dirais-je, avoir un ancrage au niveau des sites, qu'ils soient supra-GH ou des GH, de manière à pouvoir essaimer plus largement. Et enfin, toujours par rapport à cet outil, ce qui est probable,
ce qui est probable, c'est qu'on ne fera certainement pas l'économie d'une phase de sensibilisation à la QVT à l'ensemble des personnels et en particulier les cadres. C'est important de savoir de quoi l'on parle. On ne fera certainement pas l'économie de passer par une institutionnalisation des espaces de discussion. Non pas que ça n'existe pas du tout, parfois il faudra faire un état des lieux, mais on voit bien au travers des discussions qu'on a eues jusqu'ici que parler de son travail, du contenu de son travail, des relations de travail, c'est ça qu'on fera émerger des solutions au sein des équipes. Sur le deuxième volet qui est donc l'étude transversale QVT, il reste donc à élaborer l'outil sur la base d'échelles internationales qui sont validées, et il y en a de nombreuses, de trouver l'URC qui va nous préparer cet outil et de déployer tant le premier qui est donc l'outil QVT accréditation que le second, l'étude transversale, en 2019. Voilà. Merci beaucoup, Zora. Alors, dernière intervention avant qu'on découvre ensemble le nuage de mots. Hélène Girardi, bonjour. Vous êtes la directrice de Robert Debré. Alors, on sait que c'est un hôpital un petit peu particulier parce qu'il est monosite, qu'il est monothématique. Mais néanmoins, je sais que vous avez engagé un certain nombre de démarches dans votre hôpital. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas toujours parfaitement connues. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement d'abord comment est-ce qu'on pourrait se renseigner à Debré ou ailleurs sur ce que vous avez mis en place? Alors effectivement, l'accès à l'information est un élément clé quand on se penche sur ces questions. Il existe beaucoup d'informations. Alors en termes à Robert Debré, on s'est organisé de la manière suivante déjà, et Nathalie Medrano l'a indiqué. Il est évident que les directions doivent être en appui de ces démarches-là. Et là, je cite les directions qui sont concernées. Il y a évidemment la direction des ressources humaines, et un certain nombre de professionnels au sein des directions des ressources humaines sont en capacité d'accompagner, de conseiller, d'aiguiller sur ces démarches-là, mais également les directions des affaires médicales, notamment parce qu'elles sont engagées maintenant en lien avec les commissions vie hospitalière, avec les comités RHPM sur des démarches d'accompagnement du management médical. Je pense également à la direction des soins, évidemment, qui est très en prise avec l'encadrement paramédical. Et puis également les directions qualité, organisation, projet, elles ont des noms différents d'un hôpital à un autre, mais pour moi, ces directions-là sont très en prise avec des outils qui peuvent découler sur des questions de qualité de vie au travail. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, en termes d'information, donc les directions, il y a des ressources importantes dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, il y a des ressources au siège aussi, et donc je crois qu'il faut aller les chercher. Et l'outil qui, moi, aujourd'hui, me paraît extrêmement intéressant, et on l'a promu à Robert Debré, je pense que vous le connaissez, c'est le site APHP Management, qui, pour moi, est vraiment devrait devenir le lieu où l'outil de travail des managers. Et je rebondis sur ce que Anne Gervais a dit, de tous les managers, les médecins managers, les directeurs managers, les cadres managers, les cadres des services techniques, logistiques, administratifs. Pour moi, cet outil APHP Management, et voilà, il est extrêmement bien fait. Je ne sais pas si vous le connaissez. Justement, attendez, qui connaît cet outil? Waouh! Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. Effectivement. Donc voilà, moi je pratique cet outil, je le pratique régulièrement, et c'est vraiment une mine d'informations. Vous avez des petits outils pour conduire un entretien de recrutement, évaluer, gérer le télétravail, le droit à la déconnexion, enfin tous les outils, tous les thématiques aujourd'hui qui permettent de travailler concrètement sur ce qui fait la qualité de vie au travail, et on sait que c'est extrêmement protéiforme. Donc vraiment, le site APHP Management, il peut devenir la référence commune de tout un chacun, de tous les managers. Alors nous, on l'a présenté par exemple à une réunion d'encadrement à l'ensemble des cadres de Robert Debré. L'équipe APHP Management est venue présenter l'outil, est venu l'expliquer, est venu parler des outils qu'il comprenait, et ça a été très positif. Et là, la prochaine étape, donc on en a parlé en CVH et en RHPM, et c'est de le présenter en CMEL. Parce que moi, je considère que cet outil, c'est celui de tous les managers de la paix, quels que soient ceux qui sont en situation d'encadrer des équipes et qui doivent se préoccuper de la qualité de vie au travail. Puis le troisième outil, évidemment, c'est les formations.
La PHP offre des formations liées à l'EMAM pour les médecins et les cadres également, parce que certains cadres suivent l'EMAM, avec des formations au management, des modules dédiés au management. Au centre de formation des cadres, il y a également des modules managériaux. Donc voilà, je dirais les trois manières de s'informer pour pouvoir développer une approche, je vais dire, équilibrée de ce sujet-là. Et est-ce que vous pouvez dire justement un mot de ces dispositifs d'accompagnement au coaching? Alors, je sais que coaching, parfois, c'est paraît être un gros mot. Pourtant, c'est quelque chose d'important. On pourra parler d'accompagnement. En quoi ça consiste justement ces modules de formation? Alors, moi, je crois déjà en termes d'outils qui existent aujourd'hui. Je pense qu'il faut pouvoir se saisir de tout un tas d'outils. Il n'y a pas un bon outil. Chaque équipe est spécifique. On va avoir des approches parfois plus individuelles, parfois plus collectives. Il faut vraiment savoir s'adapter, faire du sur-mesure. C'est pour ça que la démarche de prendre conseil, échanger avec une direction, un collègue, pour essayer de trouver le bon outil pour la problématique que je rencontre dans mon service, dans mon unité, c'est vraiment très différent. Moi, à Robert Debré, il y a des démarches qualité qui sont extrêmement engagées, engageantes dans les unités de soins. Et je trouve que parfois, la démarche qualité, les outils de la démarche qualité, que ce soit les CREX, les RETEX, les patients traceurs, les tableaux de bord, le contrôle interne, les indicateurs de soins, sont des très bons outils pour engager des questions sur la qualité de vie au travail, engager le dialogue avec l'équipe au sein du poste de soins. Récemment, je passais dans un couloir, il y avait un cadre de santé en train de faire un retour d'audit interne et j'entendais que ça parlait planning. Et je crois que pour moi, ça, c'est vraiment un très bon outil. Et ça, finalement, les uns les autres, vous le faites en marchant, hein, comme Monsieur Jourdain, vous le faites tous les jours, mais en allant jusqu'au bout de la démarche qualité et en se posant la question de la QVT, c'est un très bon outil. Après, en termes d'outils à Robert Debré, on a aussi utilisé, à l'occasion de difficultés rencontrées par certains services, c'est aussi l'occasion, quand on a des difficultés, quand elles peuvent être partagées au bon niveau de responsabilité, c'est de pouvoir accompagner et de trouver les modèles qui permettent de le faire. Je pense notamment à un service qui s'était fixé 3 priorités en termes d'amélioration de son fonctionnement. Alors, le premier, ça a été cité dans les exemples tout à l'heure, interruption de tâches. Le problème de l'interruption de tâches, c'était compliqué pour le collectif de travail. Le deuxième sujet, c'était la programmation des soins, dans un service très compliqué où la programmation des soins était éminemment complexe. Et puis le troisième, c'était la bienveillance, et ça a été également parlé. C'était les 3 sujets que l'équipe a ressortis comme des points de difficulté. On est au cœur de la QVT. Là, il y a eu un accompagnement. Alors d'abord, ça a été un accompagnement de l'ANAP, avec des consultants externes qui n'ont pas permis d'aboutir. Et puis finalement, c'est la direction du pilotage et de la transformation qui a pris le relais. Et aujourd'hui, on fait intervenir un coach d'équipe qui vient accompagner l'équipe pour vous dire que ce n'est pas une solution, qu'on ne trouve pas la solution tout de suite, qu'il faut parfois tâtonner, se tromper. Voilà. Et dans ce service-là, il y a eu des progrès. Alors, pas sur tous les champs, mais c'est un peu step by step. Et puis, on adapte, on échange, on partage, c'est positif, c'est pas positif. Le consultant externe, il est bon, il n'est pas bon. Enfin, voilà. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche d'accompagnement sur mesure. Et que pour moi, en termes de QVT et de collectif de travail, il faut aussi s'adapter à qui sont les managers, comment fonctionne le binôme. Le mot est utilisé ce matin, comment fonctionne le binôme, et on l'a partagé on le partage beaucoup à Robert Debré. Pour moi, et vous l'avez dit, Anne Gervais, c'est vraiment un binôme quand on parle des services de soins, médecin, cadre, et c'est essentiel. Donc voilà, beaucoup de sur-mesure et beaucoup d'adaptabilité, moi je crois beaucoup, et il y a plein de solutions, il faut trouver la bonne qui correspond à l'équipe. J'ai une dernière question avant qu'on découvre le nuage de mots. Je rebondis sur le mot que vous avez employé, le mot de bienveillance. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce que ça a donné? Juste en quelques mots, parce que je pense effectivement que c'est un mot qui est fondamental dans une équipe de soins. Alors, et là j'élargirai le propos. Je ne parlerai pas que de l'équipe de soins. Je pense que le sujet de la bienveillance, et ça a été dit à plusieurs reprises encore ce matin, vraiment l'enjeu c'est la qualité de la parole, en fait, la qualité de l'échange. Je crois qu'on peut tout se dire, mais il faut y mettre les formes. Et je crois que l'enjeu c'est vraiment quand on est dans des organisations très complexes, très tendues,
parce qu'il y a des difficultés quotidiennes et on ne va pas se voiler la face non plus aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est vraiment la qualité de la parole et donc les groupes de parole, pouvoir échanger avec tout le monde dans le lieu adapté, l'endroit adapté, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc pour moi, ça passe avant tout par une qualité d'écoute, une qualité de dialogue et à quelques niveaux que ce soit. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu d'ailleurs comment il y a des ponts entre différents intervenants, comment la parole rebondit. J'espère que ce sera le cas tout à l'heure, parce que vous pourrez poser des questions. Juste avant, j'aimerais qu'on découvre le nuage de mots. Si c'est possible, cette technique veut bien nous envoyer tout ça avant qu'on passe. On aura une demi-heure de questions-réponses, donc ça laisse quand même un large temps. Martin est revenu, donc si vous avez des questions à poser à Martin, vous pouvez aussi en profiter. On va les trouver là dans un petit instant. Parce que moi, je suis très frappé des mots qui font écho les uns après les autres. Ah bah écoutez, c'est pas mal. C'est assez joli, non? Il y a quand même plus de reconnaissance que de non-reconnaissance. Mais il y a aussi de la non-reconnaissance, c'est important de le voir. Qu'est-ce que ça vous inspire aux uns et aux autres, hein? Écoute, respect, bienveillance, équipe, reconnaissance, qui sont des mots effectivement qui ont été prononcés par vous. On voit bien à quel point ils sont importants, hein. Après, il y en a d'autres, mais soutien, valeur, valorisation. En fait, si je regarde bien, il n'y a pas beaucoup de mots négatifs, hein, à part non-reconnaissance, ensemble, fierté, estime de soi. Alors, ça ne veut pas dire que, j'entends bien que ça ne veut pas dire que vous estimez que c'est exactement ce qui se passe. J'imagine que, d'ailleurs, vous allez prendre la parole, que c'est ce que vous souhaiteriez. Mais je trouve que ça définit assez bien le champ de cette table ronde. Allez-y, vous y réagir, bien sûr. Il n'y a pas indicateur et évaluation, je suis désolée, mais je l'ai vachement entendu. Je pense que la qualité de vie au travail, c'est très bien de mesurer l'essentiel pour réussir à savoir où on en est, mais globalement, tous, on sait où on en est, en fait. D'accord ? On sait si les internes y viennent, on sait si les gens s'enfuient. Donc moi, je trouve ça très bien que les directions s'investissent et progressent. Je ne crois pas que la boîte à outils et la clé à molette soient la solution au rapport humain. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que pour la qualité de vie au travail, ça part de bas en haut, à mon avis. Mais il faut être aidé par en haut, c'est sûr. Eh bien, donc, la qualité de vie au travail, ça va de bas en haut, ça commence par de bas. Vous avez allez-y. Oui, non, mais juste en complément de ce que disait Anne Gervais, on est sur un sujet où rien ne peut se décréter, y compris en termes d'utilisation d'outils ou de quelle méthode on va utiliser, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a que des situations très différentes. Nous, ce qu'on promeut juste dans cet outil, c'est un moment, et c'est ce que vous avez dit toutes, qui est un temps d'échange en équipe sur ces sujets de qualité de vie au travail. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a conscience qu'on a densifié le travail, la journée, et ce temps où on partage, on se met ensemble pour se reposer ces questions-là, il n'existe plus. Et donc nous, on pense que déjà partager ce temps-là sans imaginer même qu'on y trouve toutes les solutions, c'est déjà faire améliorer la qualité de vie au travail dans les équipes. Ben écoutez, maintenant c'est à vous. Qui veut prendre la parole en premier? Je demanderai, madame. Donc, même processus que ce matin, vous vous présentez et posez une question. Bref, si possible, en tout cas une véritable question. Nous vous écoutons. Bonjour, je suis Katia Schweiger, conseillère en prévention des risques professionnels. J'ai une question. Monsieur Ducrot expliquait tout à l'heure qu'il y avait eu un baromètre social en 2013-2014. Vous avez également expliqué qu'il y avait eu une sorte de surprise quand les certifications ont montré qu'on avait plutôt des scores confortables en termes de QVT. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un énième baromètre soit mal pris par les équipes, en sachant ce qu'elles vivent, qu'elles sont plus dans les risques psychosociaux que dans un côté très positif? En fait, le contexte est quand même assez tendu dans beaucoup de sites. Est-ce que vous... Enfin, je ne sais pas, par rapport à la prise en compte du questionnaire, est-ce que ça ne risque pas d'être mal pris ou pour de la provocation ou... Voilà, question très simple, est-ce que ça ne risque pas d'être mal pris? Il faut, Isora l'a dit, du temps pour amener ce sujet-là et aider les cadres à porter ce sujet-là autour de la table. On pense aussi qu'il n'y a jamais de bon moment pour évoquer globalement les sujets de qualité de vie au travail. On sera toujours en période de difficulté, de surcharge de travail, etc. Et vous avez raison que ça fait partie des réactions qu'on a déjà eues, notamment des représentants du personnel au niveau central en nous disant, nous, on
on pense que le moment est très malvenu pour évoquer ça. Voilà, moi, je redis que se mettre autour de la table pour évoquer ces questions-là, c'est déjà faire progresser la qualité de vie au travail. Et les premiers retours, les premières expériences qu'a vécues Zora sont plutôt dans ce cadre-là, en disant on est satisfait que enfin on se pose ces questions-là avec nous, on se réunisse, et ça n'a pas du tout été des réactions de rejet. Un complément de Jean-Marie. Oui, un témoignage donc à Robert Debré, effectivement, ça a été testé donc à la maternité, ça a été également été testé dans un service biomédical, et puis à la direction des ressources humaines. Et les retours, et ça a été partagé, sont vraiment très, très positifs. C'est-à-dire on s'intéresse à nous. Il y a eu le label hospitalité, ça a déjà été dit, c'est vraiment vécu très positivement. Et maintenant, on se pose, on évalue et on documente ce sujet-là, on en parle. Et même au sein de la DRH, alors qu'on peut imaginer qu'il y a des professionnels particulièrement, en tout cas, connaisseurs du sujet, l'échange a été extrêmement riche et a permis de mieux se comprendre, de mieux se parler, de découvrir même un certain nombre de concepts. Et donc, voilà, c'est vraiment une démarche qui, je pense, est très attendue. Et en tout cas, à Robert Debré, sur ces 3 services, le retour est très positif. Oui, Martin, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. 2 remarques là-dessus. Moi, je préfère qu'on se fasse engueuler parce qu'on a fait un questionnaire plutôt que de se faire reprocher d'être passé à côté des choses pendant 2 ans et de ne pas vouloir les regarder. Mais surtout, je pense que le mot baromètre n'est pas le bon mot. Le sujet n'est pas d'aller voir quelqu'un qui souffre en lui disant « Est-ce que tu veux bien nous dire que tu souffres ?» C'est de quoi on part pour pouvoir l'améliorer et quels sont les leviers utiles, qui ne sont pas les mêmes d'un service à l'autre. Le défaut du baromètre qui a été fait, que j'ai trouvé quand je suis arrivé, c'est qu'effectivement, il donnait une humeur. Alors, il donnait quelques informations intéressantes sur le turnover, etc., sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Mais globalement, ça permettait moins que ce qui est nécessaire d'avoir un élément dans un service donné. Il y a tel ou tel sujet qui sont des sujets d'amélioration. Et c'est exactement quoi. C'est pour ça que je m'accroche au parallèle avec le label hospitalité, sur lesquels on peut se retrouver dans un service pour lequel les locaux ont été complètement neufs, mais la manière de parler aux patients est mauvaise. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir un truc général sur les patients sont mal accueillis et de se dire qu'on va refaire les locaux. Là, il faut s'occuper de la manière dont on leur parle, etc. Et donc, je dirais que c'est la même démarche qu'on essaye de faire sur la qualité de vie au travail, d'avoir quelque chose qui permette d'exprimer les points sur lesquels on doit mettre l'accent et travailler ensemble. Ce que je comprends, en fait, c'est que c'est une question globale qui est au sein de tous les personnels, mais en même temps, il faut aussi avoir un cadre général, mais aussi faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plaquer d'en haut le même système pour tout le monde, et que ça dépend effectivement de chacun des établissements, des services, des façons de fonctionner, des pathologies. Je pense que la néonate, ce n'est pas une maladie chronique, et qu'effectivement, du coup, ce n'est pas d'un QVT comme ça, c'est quel QVT pour quel personnel, à quel instant. J'ai bien compris. Est-ce qu'on peut avoir une autre question dans la salle qui veut profiter? Là-bas, oui. Monsieur lève la main du côté gauche. Profitez-en, vous avez vraiment l'occasion de poser toutes les questions. Je pense qu'en termes de QVT, je pense que vous avez beaucoup de questions, de remarques à faire. Profitez de l'espace qui vous est offert. Monsieur Mbala Samba Augustin, cadre de santé à Émile Roux. Je voudrais savoir, tout à l'heure, on parle de la qualité de vie au travail. Moi, je pense que qualité de vie au travail rime avec plaisir. C'est-à-dire que moi, lorsque je me prépare pour aller travailler, je dois avoir le plaisir de travailler. Mais comme le médecin l'a dit, actuellement les gens ne font que ce qui est marqué dans leur fiche de poste. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent pour travailler, ils ne s'en tiennent qu'à leur fiche de poste. Et ça, tout le monde le sait, les agents n'ont plus de plaisir dans le travail. Alors, comment est-ce que l'institution peut faire que le plaisir de travail revienne aux agents? Je vous en prie, bien sûr. Je ne vais pas répondre pour l'institution, je voudrais juste un tout petit peu moduler quand même. C'est une vision hyper négative du truc. Quand on arrive à la fin de la séance d'endoscopie jeudi matin à Louis Mourier et qu'on a bien travaillé, on est content. Et on prend, pour tout vous dire, le café en arrivant ensemble le matin à 8h15. D'accord ? Donc, ce n'est pas partout pareil.
Et la vision négative est accrue par l'intensification du travail et la façon dont on a l'impression qu'on le torche. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut quand même pas dire qu'on fait que le torcher. Ce n'est pas vrai. Il me semble que la question plus générale, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une fonction qui est un peu désincarnée, des tâches, à retrouver un métier. Finalement, c'est ça, retrouver le sens de ce qu'on fait. On l'a en permanence, le sens du métier. Dès lors qu'on s'occupe du patient, si on n'a pas le sens du métier, on ne s'occupe pas du patient. Donc je crois que quand même, le problème, c'est que je crois que les soignants, qu'ils soient médecins ou pas médecins, ont l'impression qu'ils n'en s'en occupent pas assez bien, pas jusqu'à ce qu'ils souhaiteraient faire. Mais il y a quand même plein d'infirmières qui partent après les 7h36 théoriques. Donc c'est bien qu'elles vont jusqu'au bout de ce qui leur semble la base minimale. Et le problème, c'est de le reconnaître. Vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Alors moi, je vais juste prendre l'exemple de la maternité. Vous savez, de plus en plus, les patientes sortent rapidement après leur accouchement. La durée de séjour, c'est 2 jours pour un accouchement voix basse. 2 jours durant lesquels les agents doivent faire l'éducation de la patiente, les préparer à la sortie, à rentrer à la maison avec leur nouveau-né. Une patiente qui sort, qui dit merci, qui est prête à rentrer avec son nouveau-né, c'est déjà de la reconnaissance du travail que les équipes ont fait. On a la chance, nous, d'avoir des courriers de retour avec des lettres de remerciement des patientes qu'on va présenter en équipe, qu'on affiche dans le service. Et ça aide les équipes à comprendre pourquoi elles sont là et ça leur donne la motivation au travail. Enfin, quand on doit passer, par exemple, au bloc opératoire en urgence pour une césarienne, un médecin qui sort du bloc et qui remercie tout le monde d'avoir fait tout son travail dans les temps, un nouveau-né qui va bien après une naissance par césarienne en urgence, tout ça, ça permet aux équipes d'être motivées et de se fédérer sur les prises en charge des patientes. Merci Sylvain, vous y rajoutez. Qui ? Le nouveau-né ou le médecin ? Sylvain, vous lui rajoutez un petit mot, puis on prend une autre question après. Oui, enfin, sur le plaisir, je reprends ce que disait Anne Gervais. Je pense qu'on a un sujet de qualité du café à la PHP qui fait parmi des plus mauvais, toutes institutions confondues. Donc là, on doit pouvoir agir. Ensuite, moi, je pense que ça renvoie à deux notions qui apparaissent sur l'échange de mots. La reconnaissance, qui vient des patients, qui vient des familles, je pense, quand on travaille à Émile Roux, qui vient de l'encadrement médical aussi auprès des équipes. Et puis, je mets aussi derrière le plaisir, enfin, la notion de solidarité au sein d'une équipe. Je pense que le soir, si effectivement on a réussi à travailler ensemble, à s'aider entre l'infirmière, l'aide-soignante, et je pense que c'est ça qui permet de valoriser la journée de travail et de revenir le lendemain assez serein et content de revenir travailler. Merci. Une question, Anne, madame. Levez bien la main comme ça, les hôtesses peuvent vous voir. Ici, là, et puis une question après, ici. C'est après, madame, parce que j'ai la parole. D'abord, vous prendrez la parole juste après. Merci. Nelly Delvergini, Hôpital San Salvador. À partir des propos du docteur Anne Gervais, 2 remarques. La première, c'est vous avez dit, quand il y a conflit de valeurs, on se casse. On finit par se casser. Elle dit parfois, pas tout le temps. Elle a dit parfois. Alors, je suis assez d'accord pour dire que quand il y a conflit de valeurs, il vaut mieux partir. Pourtant, certains professionnels ne peuvent pas partir et ils finissent par se casser intérieurement, ce qui vient augmenter nos chiffres d'absence au travail. Et ça, c'est aussi très important et à prendre en compte et comment on peut le traiter. Et la deuxième remarque, c'est ce que vous avez dit, on ne peut pas, quand on travaille à l'hôpital public, partir 2 heures pour assister à la réunion des parents d'élèves ou quelque chose d'équivalent. Moi, j'ai envie de dire, et pourquoi pas ? Et pourquoi nos organisations, nos programmations de soins, toute la réflexion qu'on fait quotidiennement sur l'organisation du travail ne pourrait pas, à un moment donné, libérer des temps pour que les professionnels puissent aussi avoir cette capacité à mixer les temps professionnels et des temps personnels ou familiaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer. Qui veut répondre à cette remarque-là ? Puis après, on prendra une autre question. Allez, dit répondez, ça dit Zora, oui. Je pense que typiquement, on est bien là dans le cadre de l'organisation du travail, des aménagements qui peuvent être apportés au sein du collectif de travail. Effectivement, je suis d'accord avec vous, pourquoi pas. Mais ça s'organise, ça se discute, et ça se discute tous ensemble. Anne et puis Martin. En fait, c'est ça, c'est
redonner de l'autonomie à l'équipe pour qu'on puisse sortir des sacro-saints cette norme. Donc ça, à ce moment-là, c'est possible, mais il faut que ce soit discuté tous ensemble. C'est peut-être plus facile à San Salvador que quand vous êtes à 1h30 de votre service. Martin, oui. Un mot là-dessus, parce que c'est un des sujets, je trouve, à la fois les plus difficiles et les plus importants. Alors, je peux peut-être me tromper, mais d'abord, je pense qu'on a une responsabilité commune là-dedans. L'impression que j'ai, c'est au moment où on a fait la réforme sur les organisations du temps de travail. On était confronté à un hôpital dans lequel, un ensemble d'hôpitaux, dans lequel la question de l'alternance des équipes matin-après-midi avait été posée il y a longtemps et finalement n'avait pas été appliquée partout, appliquée dans certains endroits et pas dans d'autres. Là où ça n'était pas appliqué, il y avait une partie qui était contente, une partie qui était mécontente, mais c'était toujours la même qui était contente, toujours la même qui était mécontente. Donc il y avait un sujet d'équité. Comme on a passé une longue période en ayant eu le principe et sans l'appliquer, je pense qu'on a été confrontés les uns et les autres à avoir une règle relativement rigide. À la fois parce que pour nous, c'était une garantie qu'elle était appliquée, et à la fois pour vous, encadrement, parce que c'est plus facile de dire non à quelqu'un parce que c'est marqué dans l'arrêté, parce qu'on m'a demandé de le faire, que de faire du sur-mesure. La question, c'est comment est-ce qu'on peut, sans perdre d'efficience, sans que ça parte à volo, pouvoir remettre un peu de souplesse, un peu d'autonomie, un peu de responsabilité, un peu d'ambiance familiale dans le système. Et je pense que c'est à ça qu'on doit pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la règle, si je puis dire, bête et méchante, pour qu'effectivement ça soit ce qui s'applique et pas à la tête du client ou à la carte, est-ce qu'on peut refaire quelque chose qui soit davantage du sur-mesure sans pour autant perdre l'efficacité? Et ça, c'est un vrai sujet de travail ensemble. Merci. Une question de madame. Il y avait une deuxième part à la question quand même, qui était le conflit de valeurs. Oui. Et je pense que ça, il faut qu'il soit exprimé. C'est là où le moment de parole et d'échange, il est fondamental. Parce que s'il devient trop important, de fait, soit c'est la traduction d'un travail mal fait, soit ça va retentir sur le travail. Donc il est fondamental que ce soit exprimé de façon à ce que ce soit en partie, on ne peut pas tout faire, résolu. Je crois quand même que quand la charge de travail devient telle que ça n'est plus possible et qu'on torche effectivement, généralement les cadres le savent et généralement le cadre de pôle le sait. Et on peut avoir des dérogations par rapport à la norme. Merci. Une question de madame, allez-y. Bonjour, Nathalie Petit, cadre supérieur de santé sur le groupe Lariboisière Saint-Louis. Moi, j'aurais voulu savoir si vous avez des retours sur le télétravail des cadres. C'est vrai que c'est une question qui n'a pas été très bien. Effectivement, on n'a pas du tout parlé de ça. Qui veut répondre? Je n'ai pas de retour là aujourd'hui. Par contre, est-ce que vous pouvez donner quelques mots sur ce qu'il en est aujourd'hui du télétravail? Comment? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce qu'il en est aujourd'hui du télétravail à l'AP? Oui, le télétravail des cadres, il a été ouvert, autorisé dans le cadre de la réforme de la RTT. Il a été, moi je trouve, insuffisamment mis en œuvre et peut-être on a fixé trop de règles puisqu'on ne savait pas trop où on s'engageait à l'époque. Et du coup, on a des résultats qui sont très différents, groupe hospitalier par groupe hospitalier. Je connais où ça marche bien, où les cadres sont très engagés dedans et où les directions ont donné les moyens pour que ça se fasse. Et d'autres, on a été très frileux. Moi, je pense qu'on va vers une deuxième version des accords sur le télétravail où on aura une ouverture beaucoup plus grande sur l'accès pour les cadres au télétravail. Et je pense que ça revient aussi à la question précédente sur équilibre temps personnel, temps professionnel. S'intéresser à la qualité de vie au travail, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il n'y a plus une barrière entre temps personnel et temps professionnel. On accepte que de devoir prendre en compte des difficultés personnelles dans la vie professionnelle, et puis on accepte aussi, un peu contraint et forcé, que notre vie professionnelle, elle déborde de plus en plus sur notre vie personnelle. Et donc, voilà, je pense qu'au moins pour les cadres, le télétravail fait partie des ponts qu'on arrive à faire entre les deux et des souplesses qu'on peut aménager. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez-y. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Parlez plus juste près du micro. Ah non, je vous entends pas. Ah. Allô, allô. Voilà, c'est bon, on vous écoute.
Bonjour, Anthony Tuiten, cadre de pôle sur le groupe UEP. Mon commentaire et mes questions vont être très en lien avec la question précédente. On parle effectivement... C'est parti, c'est parti. Bougez plus. Je recommence. Non, on a compris, allez-y, votre question. On est dans la rubrique qualité de vie au travail. On a eu effectivement de belles présentations aujourd'hui sur les projets qui sont à mener là, sur les 10 ans au niveau de l'assistance publique. Les cadres de santé portent effectivement les organisations, sont très en lien avec les équipes médicales, paramédicales, administratives, les interfaces. Quid du travail invisible des cadres de proximité? Merci. Alors, qu'en est-il du travail dit invisible ou peut-être pas suffisamment pris en compte des cadres de proximité? Moi, je dirais que les cadres de proximité, c'est eux qui sont le plus en prise avec ce sujet-là. Sur les sujets de la qualité de vie au travail, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, la question du collectif de travail et du lieu du collectif de travail. On a parlé de service, on a parlé d'unité, et on voit que ces sujets-là, ils sont vraiment très micro, en fait, et que c'est à ce niveau-là que la qualité de vie au travail se joue, que la question de la solidarité se joue, que la question de la parole et de l'échange se joue. Donc, moi, j'ai envie de dire, les cadres de proximité sont vraiment essentiels et qu'il faut absolument que On a parlé tout à l'heure du questionnaire et de la question de comment on accompagne l'encadrement de proximité à se saisir de cet outil-là. C'est quelque chose qu'on a partagé au moment du test. Il faut sans doute qu'on accompagne les cadres de proximité pour qu'ils puissent porter au mieux cette réflexion-là avec leurs équipes. Moi, c'est quelque chose qui est remonté, vraiment des tests, qu'on puisse former, accompagner pour le permettre. Mais je pense que c'est vraiment dans la cellule, vraiment au sein de la petite unité de travail que cela se joue, et peut-être que Madame Medrano peut nous en dire un petit peu plus. Je dirais que c'est exactement comme pour les agents. Il faut nous aussi qu'on ait des temps de parole et qu'on puisse rencontrer la direction, et c'est ce qui se fait à Robert Debré. Nous, on a mis en place le télétravail, et effectivement... ça nous permet de faire beaucoup de travail sans être dérangé par le téléphone ou sans qu'on tape à notre porte. Et là, on a vraiment l'impression de travailler et de pouvoir revenir et d'être un petit peu plus disponible pour rencontrer les équipes. Ça amène vraiment de l'équilibre, le télétravail. Voilà. Et puis, c'est les réunions d'équipe avec les cadres du service, les cadres du pôle, et puis pouvoir aussi dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on a ces temps-là, nous. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, une ici et une là. Une pour madame et une pour madame. Bonjour, Françoise Mignot, je suis cadre en maladie infectieuse à Saint-Louis. Alors je trouve que c'est très très important effectivement de parler de ce sujet. Mais moi je m'aperçois que les conditions de travail des infirmiers et des aides-soignants sont de plus en plus difficiles. Et que là, on est en train de terminer les entretiens professionnels, et ce qu'on entend beaucoup, c'est moi j'arrive la boule au ventre parce qu'au lieu d'être 4, on est 3. Les groupes de travail, ils sont partants parce qu'ils ont envie de travailler sur l'encadrement des stagiaires, tout ça. Sauf qu'on n'a plus le temps de les organiser. Elles n'ont plus envie de partir à point d'heure après leur travail pour faire un petit temps de travail commun. Et voilà, je trouve que d'année en année, je trouve que c'est de plus en plus dur. Et de faire travailler pour le mieux-être, je trouve ça de plus en plus compliqué. Est-ce qu'il y a une réaction qui se dit votre témoignage se suffit en même temps, madame? Effectivement, c'est votre ressenti, c'est votre témoignage. Ah non, attendez. Non, Martin a quelque chose à dire. Oui, on ne peut pas laisser ça sans réponse. J'entends tout à fait ce que vous dites, et ça ne nous échappe pas. Alors ensuite, on est dans un système de financement de l'hôpital, plus système de financement de l'AP, sur lesquels on sait qu'on ne peut pas créer des milliers d'emplois supplémentaires.
Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal du dimanche, il y a des médecins hier qui m'ont dit allez démissionner pour qu'on obtienne des milliers d'emplois. Si j'avais la certitude qu'en faisant ça, vous auriez 10 000 emplois de plus, je le ferais sans problème. J'ai la certitude que ça ne ferait pas un emploi en plus. Donc on va continuer à essayer de serrer les coudes et avancer. Nous, on a deux types de réponses là-dessus. On en a une première, que vous connaissez à Saint-Louis-la-Riboisière, c'est d'éviter les endroits où il y a des inégalités historiques entre services. C'est une méthode qui a un nom barbare, que vous connaissez, adéquation personnelle capacitaire, et qui permet de faire de la redistribution. Alors, on gère ce qu'on a, mais de faire en sorte qu'on ne reste pas, encore une fois, avec des endroits mieux dotés, non pas à cause de la charge de travail qu'ils ont, mais parce que c'était le cas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et d'autres qui sont notoirement sous-dotés. Et puis la deuxième chose, moi je ne connais pas d'autre solution que de réorganiser les services. Parce que c'est comme ça. Quand on regarde, on a monté un club des hôpitaux européens, où on retrouve les 9 plus grands hôpitaux européens. On s'aperçoit que en nombre de personnel par lit, ils sont plutôt meilleurs que nous. C'est-à-dire qu'ils ont plus de personnel par lit que nous. Et pour autant, ils ne coûtent pas plus cher que nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont des organisations différentes, ils ont des durées de séjour sur lesquelles ils arrivent à être plus performants que nous, et que du coup, ils arrivent à avoir des personnels qui soient moins stressés, avec moins de boule au ventre. En tout cas, pour certains d'entre eux. Donc notre sujet, il est exactement là. Alors effectivement, moi je ne peux pas vous dire formidable d'une manière ou d'une autre, en chantant, en dansant, en menaçant, etc. On va faire venir 3000 emplois supplémentaires à la paix. En revanche, de pouvoir travailler pour que, comme on y arrive dans certains endroits, y compris de la paix, on ait des réorganisations qui permettent d'avoir des équipes qui soient plus en adéquation avec la charge de travail, mais ça veut dire qu'effectivement, on puisse aussi faire les choses courageuses vis-à-vis de services qui peuvent basculer en ambulatoire quand ils rechignent à le faire, etc. etc. Voilà. Moi, c'est ça les éléments de réponse. L'élément de réponse, c'est pas de dire on ne veut pas le savoir, on ferme les yeux et on vous demande d'avoir la boule au ventre pendant 10 ans. Je crois qu'Anne voulait rajouter un petit mot. Et après, on prend la question de madame. Je crois que, en tout cas chez les médecins, dans la réponse au questionnaire qu'on avait envoyé, les 913 réponses, il y a massivement 90% des médecins qui souhaitent qu'on mette sur la table les histoires de ratio de personnel par rapport à la charge de travail. Pour travailler actuellement entre deux services, je peux dire que tous les services ne se ressemblent pas et que 1 pour 12 est une vision, on va dire, extrêmement macro que je peux comprendre vu depuis très haut, mais qui ne correspond pas au terrain. Donc je crois que c'est important qu'on le dise, je pense que c'est entendu, et je pense qu'il faut travailler pour que la charge en soins, sans en être à minuter le nombre de pas que font les infirmières, soit reconnue et qu'on arrive à quelque chose d'un peu moins dur pour tout le monde. Ça, c'est vraiment, pour moi, un vrai combat. Merci. Si je peux juste ajouter un petit mot, moi ce qui me frappe, c'est qu'on voit bien qu'à l'hôpital, le temps du patient n'est pas de temps économique, n'est pas de temps d'administration, n'est pas de temps de la logistique, mais qu'au sein même du temps du soin, le temps du médecin, le temps du paramédical, le temps de l'auxiliaire de santé n'est pas le même. Et moi, ce qui me semble très difficile, effectivement, c'est d'arriver à faire concilier ces différentes temporalités avec un, entre guillemets, client qui n'est pas un client, qui est à la fois un flux et un stock. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, il est là tout le temps, une fois qu'il est parti, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'on est dans un système économique et organisationnel qui est extraordinairement complexe, avec évidemment une absence de visibilité. Quand un patient rentre, on n'est pas sûr du moment où il va sortir. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'effectivement, l'ensemble des différents personnels de santé sont confrontés à des temporalités internes qu'il faut faire coïncider entre toutes et qu'évidemment, ce n'est pas simple du tout. Je vous en prie, c'est à vous de poser une question, excusez-moi. Levez la main quand vous voit. Donc, Claire Delage, je suis cadre en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, donc je ne vais pas reprendre sur ce dont vous ne voulez pas. Impeccable, on s'entend bien, on marche bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je reprendrai sur la qualité de vie au travail et on reprend qui fait appel à la souffrance au travail et au plaisir au travail. Et là, je reprendrai Christophe Desjours, on n'en a pas parlé ici, mais c'est quand même une grande référence en psychodynamique du travail.
qui nous dit que la reconnaissance au travail peut transformer la souffrance en plaisir. Donc je reprendrai sa définition du travail. Pour lui, le travail, c'est le faire, le savoir-faire, l'engagement du corps, la mobilisation de l'intelligence, de penser et d'investir. Donc c'est une globalité et je pense qu'aujourd'hui, cette reconnaissance, si avec le nouvel AP, on peut plus en prendre compte dans un participatif, voilà, des expertises terrain, de cet engagement personnel, de l'intelligence et du corps et de l'esprit. Je pense que ce serait une chose et on gagnerait en qualité de vie au travail, ça à tous les coups. Et je pense même en efficience. Merci beaucoup. On attend de prendre encore 2 questions, sans trop déborder. Donc profitez-en. Une question de madame ici à gauche. Madame ici. Donc, Katiana Domouro, cadre en réanimation sur UPIFO. Une question au-delà de la qualité de vie au travail. On a eu aussi des questionnaires sur la mobilité, etc. Et donc, plus largement sur la qualité de vie du personnel. Puisqu'actuellement, on est face à en tout cas pour notre service, du personnel qui est plutôt content de venir travailler. Bon, bien sûr, il y a des contraintes, mais qui s'en va parce qu'ils habitent à 2 heures d'ici. Qu'ils n'arrivent pas à se loger dans la région parisienne, qui n'ont pas de place de parking, par exemple, dans l'hôpital. Est-ce que, déjà, où en est ce plan mobilité? Et avez-vous plus largement pensé à prendre en compte la qualité de vie au-delà de celle du travail? Merci. Alors, le plan mobilité, peut-être que vous voulez répondre, Sylvain. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Nos réponses, elles sont moins sur la partie mobilité que l'aide au logement. En ce moment, cette année, on arrive à attribuer 1000 logements par an, 1000 logements supplémentaires pour les personnels de la PHP. Donc ça vaut pour tous les personnels. Et on essaye aussi d'avoir une attention propre pour les personnels qui viennent s'installer à la PHP, les jeunes qui sortent de l'école, les infirmières et puis l'ensemble de ce qu'on appelle maintenant les métiers en tension, en proposant des studios, ce qu'on dit... c'est le dispositif Infirmière Capitale. Il y a une centaine de studios comme ça qui sont mis à disposition pour commencer à s'installer dans Paris et pouvoir ensuite construire sa vie professionnelle sur cette base-là. Merci. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prendre une dernière question? Allez-y, madame, oui. Bonjour, je suis Marie-Laure, infirmière en réanimation chirurgicale à l'Institut de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière Charlevoix. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, j'ai un projet cadre de santé, donc c'est pour ça que je participe à ce congrès. Je me sens directement concernée par sa remarque en ce qui concerne les groupes de travail, la recherche dans les services, la mise en place de protocoles, le raisonnement clinique partagé que je pense que la plupart des personnes sont en train de faire ici. Je pense aussi à la nouvelle APHP et à l'aspect recherche, notamment pour les infirmiers. Je vois en fait que tous ces travaux que je fais sont sur mon temps personnel. En ce moment, c'est beaucoup, je viens au moins une fois par semaine en dehors de mon temps de travail pour ces travaux, parce que bon, c'est des éléments qui me motivent énormément. Voilà. C'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire longtemps non plus, parce que c'est assez épuisant. Je voulais savoir, du coup, par rapport à ces transformations, s'il y a des choses particulières de prévues pour le personnel qui est investi dans la recherche. Voilà, c'est une question vraiment que je me posais en arrivant ici. Je vous propose que vous répondiez tous, puis la parole reviendra à Martin. Vous préférez répondre tout de suite, Martin, c'est comme vous voulez. Soit vous prenez la parole à la fin, soit vous prenez maintenant pour répondre. J'étais juste pour répondre sur ce point-là. Allez-y. Effectivement, il y a, à cause des raisons que vous dites, et puis parce que ce n'était pas l'habitude en France, finalement, peu de paramédicaux qui s'engagent dans des programmes de recherche. Et alors, pour pouvoir les aider, on a bien vu que c'était difficile de décaler du temps. On en a fait un des axes prioritaires de la Fondation APHP pour la recherche, qui finance de la compensation de temps pour pouvoir libérer du temps pour la préparation du projet.
Et puis, voilà, donc, alors, ça concerne un petit nombre aujourd'hui, mais c'est de l'argent supplémentaire. On est allé chercher de l'argent extérieur pour que ça grandisse à chaque fois. Et ensuite, on aura un deuxième sujet. C'est une fois qu'on aura permis à plus d'infirmiers, d'infirmières, mais aussi d'autres professions paramédicales de pouvoir faire un programme de recherche. Et je tiens à souligner que quand elles s'engagent dans des programmes de recherche, on voit des programmes de recherche de très grande qualité, il faudra convaincre nos amis des universités, j'en parlais au doyen des doyens vendredi dernier, de pouvoir avoir, de la même façon que ça existe pour les médecins, des choses mixtes, où on a un temps hospitalier et un temps universitaire. Le HU, dans le U, il y a universitaire. Dans le H, c'est pas médical. H, c'est hospitalier. Et les infirmiers sont des hospitaliers. Donc, à partir du moment où on a une thèse, on devrait pouvoir avoir accès à ce type de fonction, ce type de métier, ce type de rémunération. Merci beaucoup. Un dernier mot, peut-être ? Je vous passe la parole. Dernier mot, juste redire que pour nous, la recherche paramédicale, l'accès au protocole de coopération, ça fait partie des éléments différenciants de la PHP par rapport à tous nos voisins. Donc il faut qu'on réinsiste là-dessus en disant que c'est nos éléments forts en termes d'attractivité. Ensuite, je me tais. Je voudrais juste terminer par un chiffre, une note positive. C'est vous redire que depuis 14 mois, il y a une courbe qui évolue de manière continue à la PHP, c'est celle de l'absentéisme, qui baisse de manière constante depuis 14 mois, sans rebond. Alors c'est parfois... Vous avez décidé de finir en beauté, vous. Ouais. Chut. C'est un fait. Après, on peut en discuter, mais c'est un fait. Je me permets d'en parler, parce que si on avait fait le sondage, je ne suis pas sûr que c'est l'impression que vous auriez eue service par service. Mais en tout cas, c'est les chiffres qu'on observe au niveau de la PHP, et je pense qu'il faut le prendre et le garder comme un indicateur positif. Merci. Un dernier mot pour Anne. J'aimerais, pour conclure, en ce qui me concerne, rebondir sur ce que vous avez dit. C'est très important et ça fait partie de ce qui attire à la paix les médecins et sans doute les infirmiers internes. Mais ce qui est fondamental pour les équipes, c'est que le boulot standard soit bien vécu. C'est pas celui qui est chic et qu'on... Non, mais je veux dire, c'est important aussi que le boulot clinique de base soit assez valorisé pour qu'on en soit content. C'est ça qui est important. Et ça repose sur 3 choses. 1, le fait que vous avez des équipes qui sont relativement autonomes pour trouver aux marges des choses qui les satisfont. 2, le fait qu'il y a des rapports sociaux qui ne soient plus dégradés entre collègues, avec la cadre. Il y a aussi des cadres qui parlent mal par médicaux, ça arrive. Elles peuvent être poussées à bout, je ne le nie pas. Avec les médecins et les médecins avec les infirmières, parce que moi, les week-ends, on m'explique « Oui, tu nous as envoyé ton malade !» Ben non, c'est pas mon malade, c'est notre malade. Il est aux urgences, il a fallu le prendre, c'est du boulot en plus, mais c'est comme ça. Oui, je sais, il est dimanche 11h et ça va être la galère. Bon, donc, 1, autonomie. 2, rapports sociaux améliorés, et 3, reconnaissance qui va avec. Et je crois que ces 3 choses-là, il n'y a pas besoin de sous. Mais il va falloir vraiment bosser parce qu'il y a quand même du boulot. Un dernier mot de conclusion, Martin. Allez-y. Vous avez un micro sur la gauche. Vous avez un micro. Non, moi j'ai trouvé la table ronde intéressante, à la fois les intervenants qui étaient sur l'estrade et vos questions, puis vos marques d'intérêt et les frémissements sur les sujets qui vous concernent le plus. Moi, ce que je voudrais vous convaincre, c'est qu'on considère que c'est vraiment l'affaire de tous. On n'est pas une bande de dirigeants qui voudraient faire souffrir au travail, insensibles aux difficultés et aux souffrances. On est vraiment globalement... C'est une préoccupation qui est au carrefour de nos sujets prioritaires les uns les autres. Ça, c'est la première remarque. Et par ailleurs, on sait les uns les autres que c'est du temps, des changements d'habitude. On est passé d'un certain modèle de management à un truc bizarroïde, sans penser au modèle d'après qu'on est en train d'essayer de définir. Et on passera à côté de quelque chose si la nouvelle AP, qui peut être vue comme très haute, ne descend pas dans les organisations de travail, et on veut la faire descendre dans les organisations de travail. Et puis, un dernier mot d'optimisme. Quand je vois que le mot le plus en gras, c'est bienveillance, je pense que ce n'est pas très compliqué, la bienveillance. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver.
Ben ouais, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Je pense qu'on peut... On est dans un univers où on est là pour être bienveillant pour les patients, on peut être bienveillant les uns les autres. Ça paraît un peu... Ça fait un peu bonne scout de dire ça. Mais moi, je le vois, c'est la même chose au siège de la paix que dans n'importe quel service. On voit celles et ceux qui passent devant sans dire bonjour, etc. Ou sans, hein. Il y a une manière de faire. Et je vais vous faire, pour les personnes du service de maladies infectieuses, je vais vous faire un aveu. La bienveillance, c'est contagieux. Donc quand on commence, ça se propage. Et donc ne cassez pas l'épidémie si vous voyez qu'elle commence à venir. Merci beaucoup, Martin.